Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 236e épisode de Pause Report, le podcast de Sailors qui décrypte, analyse et décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 2 décembre, il est exactement 10 heures. Et contrairement à ce que je disais la semaine dernière, nous allons encore parler de Transat Café L'Or, mais pas seulement, puisque nous sommes très heureux de recevoir celui qui s'est imposé en IMOCA aux côtés de Morgan Lagravière. Il a par ailleurs terminé deuxième de la saison des IMOCA Globe Series derrière Sam Gouchad. Il s'agit bien évidemment du skipper de Charal, Jérémy Bayou, qui est rentré chez lui du côté de Lorient. Salut Jérémy. Salut Axel, salut à tous. Jérémy, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on rappelle que à la barre de Charal et aux côtés de Morgan Lagravière, désormais triple vainqueur, tu as remporté haut la main cette 17e édition de la Transat Café L'Or, soit ta deuxième victoire sur cette course en double, puisque tu t'étais également imposé en 2011 avec Jean-Pierre Dick. Tu as également terminé 3 fois troisième en 2013, 2019 et 2021. Ta saison 2025 a finalement été bien remplie puisque après ta 4e place sur le Vendée Globe 2024, tu as disputé la course des Caps fin juin avec une 5e place à la clé, terminé 2e du Fastnet fin juillet et 3e du défi Azimut Lorient Agglomération en septembre. La suite du programme, on va en parler ensemble pendant cet épisode. Jérémy, on va commencer par l'actualité chaude. Je crois que tu es rentré tout récemment de Martinique en convoyage à bord de Charal. Raconte-nous comment s'est passé ce convoyage retour et avec qui tu étais à bord de son bateau. Ouais, bah, ça s'est plutôt super bien passé parce qu'on a fait une traversée d'une dizaine de jours. On est parti dans du pré pas trop fort, plutôt ultra confortable sur un long tribord à mur et puis on a réussi à monter, au nord l'anticyclone et de se positionner dans une petite dep qui nous a bien propulsés vers l'Orient, avec des vitesses un petit peu plus élevées donc voilà, c'était idéal au niveau météo et puis à bord, j'avais la chance, d'avoir Valentin Audin qui est notre, responsable, électronique et perfo, de l'équipe. Tom Dolan, que j'ai intégré à l'équipe depuis le début d'année, qui a fait toutes les courses en équipage avec moi et qui a aussi, participé à la cellule stratégie d'avant-départ sur la Jacques Vabre et puis j'avais mon fiston Achille avec moi, donc c'était la première transat, donc c'était un équipage, ultra sympa, on s'est régalé. Bon, est-ce que ça reste des navigations de travail? Est-ce qu'on essaie de tirer sur le bateau un peu sur ce genre de navigation ou la priorité c'est de ramener le bateau à bon port à Lorient? Ouais, ouais, la priorité, c'est vraiment de ramener le bateau, à bon port à Lorient. Alors on n'a pas envie de traîner en route parce on est toujours pressé de rentrer le bateau en chantier en général et puis en particulier cette fois-ci parce qu'on a des gros travaux qui sont prévus sur Charal. Donc tu tires pas à fond sur le bateau, c'est plus l'occasion, justement de trouver des fonctionnements un petit peu alternatifs, qui peuvent être des fonctionnements de solitaire, des fonctionnements un petit peu plus souples pour le bateau. Et puis on a pas mal travaillé sur le pilote automatique et l'électronique puisque Valentin était à bord, c'était l'occasion de le faire au long cours. Voilà et puis après, bah, faut avouer qu'après la saison que tu viens d'énumérer, notamment la fin du Vendée, la transat, Tour des îles Britanniques, tous les entraînements, hein, dont on parle pas, mais on passe énormément de temps sur l'eau à pratiquer et à s'entraîner. J'avoue que j'étais pas trop de d'attaque pour taper dans le bateau. Le bateau était encore OK, mais le marin commençait à être fatigué, donc on a fait ça en souplesse. Bon, justement, maintenant le programme, c'est des vacances, quand même prévues d'ici la reprise l'année prochaine? Ouais, ouais, forcément, il va falloir des vacances et de la récup. Je dis souvent que toute la partie, prépa de physique, des marins est bien gérée maintenant, hein. C'est devenu des Ouais. classiques, tout le monde s'y astreint. Par contre, la partie récupération, bah, elle est très individuelle et selon, les caractères, les âges, les envies, ben, il faut la faire, il faut bien la gérer donc
c'est soit des récup actives, soit des vacances, ça dépend vraiment des gens. Moi, c'est un petit peu un mix des 2. Voilà, mais par contre, j'aime bien, passer dans cette phase récup ou vacances, uniquement une fois tout a été programmé et planifié pour la saison suivante, histoire de partir vraiment tête reposée et de savoir que quand je rentrerai, tout sera en ordre de marche. Donc c'est vraiment ça qu'on fait, ces jours-ci, ces semaines-ci jusqu'à la trêve de Noël. C'est préparer en équipe, toute la partie chantier, même si tout est lancé, notamment toutes les pièces et tout est planifié, mais il y a toujours des petites choses de dernière minute. Mais aussi la partie sportive pour l'année prochaine, l'organisation de l'équipe. Voilà, c'est tout ça dont on discute et qu'on essaie de vraiment de passer en revue dans le détail, avant janvier. Et puis, il y a toute la partie débriefing aussi de la saison et elle a été dense. On a un tour du monde et une transat à débriefer, donc ça va falloir trouver un petit peu de temps pour caser parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses très intéressantes et beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer pour progresser, quoi. Bon, et les vacances, c'est plutôt mer ou montagne? C'est plutôt soleil, c'est plutôt soleil et farniente, donc voilà, on n'a pas trouvé la destination, mais on recherche activement. Bon, très bien. Écoute, Jérémy, on va refaire du coup un peu le fil de ta saison que j'ai décrite en préambule et donc revenir un peu à fin janvier dernier, au retour de ton 5e Vendée Globe, hein, ça commence déjà à faire. Ouais. 4e place sur ce Vendée Globe. Comment s'est passée un peu la digestion, de ce tour du monde? On dit souvent il peut y avoir des grosses décompressions après des périodes aussi intenses. Est-ce que tu as vécu cette grosse décompression? Ouais, ouais, complètement. Je pense que je suis un peu passé sur 5 Vendée Globe par tous les scénarios, hein, de l'abandon au podium, au demi-tour, à la 4e place au pied du podium avec des bateaux différents, des tailles d'équipes différentes, des temps de préparation différents. Mais à chaque fois l'atterrissage il se fait forcément pas en douceur, hein, parce qu'on déjà on passe d'un monde à l'autre, hein, physiquement. Et que surtout voilà, c'est l'événement sportif au monde qui dure le plus longtemps. Ouais. Donc ça demande une concentration, pas de chaque heure ou pas chaque seconde. À un moment, faut bien dormir, il faut arriver à décompresser, mais on est dans une course pendant quasiment 3 mois, donc quand ça s'arrête, ça fait un peu bizarre. Il faut réussir à ralentir, sans se mettre debout sur les freins. Et puis c'est pas que la course évidemment, hein, on le dit à chaque fois, c'est toute la préparation. Bien Et c'est sûr, ouais. sûr que quand tu nourris des objectifs très élevés sur ces courses-là, les préparations elles sont d'autant plus intenses, avec d'autant plus de pression, avec, d'autant plus de soucis du détail, avec d'autant plus de monde autour de toi, qu'il faut organiser. Voilà, et puis avec des bateaux qui aussi sont de plus en plus physiques et de plus en plus, exigeants en termes de pilotage et encore une fois de concentration. C'est sûr que quand on rentre, c'est autre chose et il faut passer à autre chose parce qu'encore une fois, comme je disais précédemment, la partie récup, si on souhaite continuer derrière, ou si on souhaite, se réadapter à sa famille et à la vie quotidienne, la partie récup et prise de recul, elle est indispensable. Donc, ouais, ouais, ça a été un peu comme à chaque fois, un moment un peu bizarre où tu es un petit peu nulle part, un peu entre 2, où tu te poses des Ouais, c'est ça, ouais. questions, où tu te dis, ouais, c'était nul, ou ouais, en fait, non, c'était super bien. Et tu as besoin de faire ta propre, petite introspection, et puis tu as besoin aussi de discuter avec les gens qui t'ont accompagné pour arriver à analyser tout ça. Donc, vraiment, en l'occurrence, des personnes comme Bertrand Passé qui m'accompagnent dans le coaching sont très importants dans ce moment-là. Bon, et alors, finalement, ça a été super bien ou ça a été nul? Écoute, ça a été le mieux que je pouvais faire. Je pense que ça, c'est un peu c'est un peu ma caractéristique. Je pense que de toute façon, je mets tout dans la bataille. Heu, c'est sûr qu'il manquait pas grand-chose. Il y avait un petit delta de 60 ou 80 000 avec Charlie au moment qu'on tournait cette dépression, et lui a réussi à s'engouffrer par le sud et pas nous, et ça fait un cut, à ce moment-là. Voilà, je pensais vraiment que ça pourrait revenir au Cap Horn, et puis ça l'a pas fait. Et puis, après, à partir du Cap Horn, l'objectif c'était juste de finir devant le paquet et de finir en tête du paquet, et je suis heureux et fier d'avoir réussi à le faire. Donc, ouais, c'est une belle place. Il faut remettre les choses dans le contexte, faire dans les 10 premiers du Vendée Globe, c'est pas rien.
on a vu énormément de changements de leader, hein, que ce soit dans les 3 premiers ou dans les 10, avec, des retours de derrière, avec des marins de qualité, des bateaux ultra bien préparés. Donc voilà, non, non, je suis déjà fier d'avoir bouclé mon tour et cette 4e place, elle me va très bien. Les 3 de devant, bah, ont super bien navigué et surtout, voilà, je suis comme beaucoup, mais peut-être un peu plus que tout le monde, super content pour Charlie parce qu'en dehors de tout le contexte, Mmh. médical, je dirais, je sais toute l'énergie qu'il met depuis des années parce qu'on est en bataille depuis des années avec lui et puis avec Thomas aussi, pour tous ces podiums dans la classe IMOCA donc je sais tout le souci et toute l'énergie qu'il y met et voilà donc je suis super content que ça soit enfin récompensé par cette victoire. Et sa maladie, tu l'as apprise, comme tout le monde, quand il l'a révélée, il y a pas si longtemps ou tu te doutais de quelque chose? Ouais, je voyais qu'il y avait un truc, mais voilà, je pense qu'on est tellement concentrés, Ouais. et ce qui est un peu égoïste, hein, mais bon, par rapport aux concurrents, ça peut paraître un peu normal. Par rapport à son environnement, des fois, c'est sûr que c'est peut-être un peu égoïste, mais on est tellement chacun dans nos trucs, j'avoue que j'ai pas prêté attention, donc voilà, il y avait bon, on a quand même senti sur l'eau qu'il y avait un petit supplément d'âme, en plus, il y avait un petit truc en plus. Qui peut-être, au final a fait effet boost donc voilà, c'est pas le meilleur booster, hein, c'est sûr que, Ouais, voilà, je pense qu'il s'en serait passé. c'est Mais clair. voilà, non, non, j'ai appris, de la même façon que tout le monde. On a échangé rapidement par texto, mais voilà, rien de plus. Il a aussi, je trouve l'élégance, c'est peut-être pas le mot, mais voilà, voilà, il souhaite ça vivre en famille Ouais, ouais. et il en Oui, il y a fait beaucoup pas de des il en pudeur, fait ouais, ouais, il a beaucoup de pudeur, ouais, exactement et c'est tout à son honneur, ouais. ouais. À titre personnel, combien de temps ça a pris pour retrouver un peu l'envie de retourner sur l'eau, au printemps dernier? Est-ce que c'est difficile de remettre le collier à chaque fois, quand on revient d'un Vendée Globe? Ou est-ce que toi, finalement, l'envie, à quel moment elle est revenue et comment elle se matérialise? Bah, je sais d'expérience qu'il faut remettre sur le travail sur l'ouvrage pour que ça reparte. Ouais, J'avoue que les entraînements suffisent pas à rebooster et à retrouver la motivation pleine. C'est vraiment quand tu te retrouves au départ d'une course que ça repart, donc en l'occurrence, au départ à la course des Caps. Alors même si j'étais ultra fatigué et j'avais des gros maux de tête et que les 48 premières heures ont été infernales, voilà la 2e partie de course, qui était intéressante avec des conditions un petit peu plus musquées, ont fini de me remettre à fond, dans le truc et puis, bah, on a aussi, pu pour constater que le bateau en fait avait et les changements qu'on avait faits, dans l'optique d'aller un petit peu vite au portant, commençaient à se matérialiser sur ce bord de portant qu'on a fait de West Irlande jusqu'à Nord-Écosse et voilà, là, il y a une petite lumière qui s'est allumée ou qui s'est rallumée, et qui m'a pas quitté jusqu'à la ligne d'arrivée de la Jacques Vabre de la ouais, Café ouais. L'Or, pardon. Ouais, justement, parlons-en, on y reviendra tout à l'heure quand on décryptera la Transat Café L'Or, mais, à ton retour du Vendée Globe, entre ton retour et la remise à l'eau, du bateau, je crois que vous avez remis à l'eau en mai, si je ne me trompe pas. Il y a eu, quel était le programme sur le bateau? Il y avait des optimisations déjà prévues, au moment où tu rentres, où tu arrives au Sable d'Olonne? Ouais, bah, de la manière dont je te disais au début, on a vraiment toujours ce souci d'être prêt quand, le bateau rentre en chantier, post, transat ou post tour du monde. Donc effectivement, il y avait des modifications qui étaient déjà plus qu'envisagées, qui étaient engagées. On avait une nouvelle paire de safran qui nous attendait, cette nouvelle paire de safran, elle avait déjà, testé, avant le Vendée Globe, mais elle nous avait pas donné satisfaction, donc on l'avait laissé, au chantier. J'avais fait le Vendée Globe sans, donc on a modifié ces safrans-là pendant le Vendée. On avait tout un programme d'optimisation de masse, du bateau qui était en route. On avait tout un programme de sail plan. Alors, voilà, on a modifié l'implantation des voiles d'avant, notamment, Ouais. de tous les points de tir, dans l'objectif du parcours de la Café L'Or, qu'on connaissait avec ce passage obligé par les Canaries.
Et donc voilà, du travail sur le poste de barre, travail sur le pilotage automatique, sur les voiles, voilà des dizaines de petites choses, dans l'optique d'aller, dans cet angle de travail et de force de vent que nous imposait le parcours Ouais. de la Café L'Or. Donc voilà, comme beaucoup, certains, j'ai lu qu'on avait gagné grâce au safran. C'est sûr que, On va en reparler. voilà, on va en reparler si tu veux, ouais. Ouais, Mais ouais. voilà, quoi qu'il arrive, c'est forcément, c'est du sport de haut niveau, on a rarement vu un bateau, gagner, grâce à une seule, progression ou innovation. Donc Bien sûr, ouais. c'est un travail de fourmi, ouais. Et c'est les résultats de ces optimisations dès la course des caps, là, malgré la cinquième place, tu dis que tu commences à sentir que vous êtes dans la bonne direction? Alors raconte-nous. Ouais, ouais, exactement, le vent a commencé à rentrer, ouais, West Irlande et puis on a fait un gros bord de portant, qui a duré, je sais pas, 36 heures, un truc comme ça, Ouais. jusqu'à Nord-Écosse et voilà, ça nous a permis de gagner des places et de vraiment nous rapprocher. Donc on a vu devant, on était un petit peu loin, mais on voyait que devant, quand même, Mapei ou je pense qu'il s'appelait Mapei déjà, enfin, Thomas et Il s'appelait encore Vulnérable, je crois, à Vulnérable, l'époque. pardon. Il est devenu Mapei Et après sur le ouais, Fastnet, ouais. ouais et donc Morgan, allait vite et notamment très vite par rapport à Massif. Donc on avait le sentiment que Massif était à peu près dans ses standards, Mapei elle a grandi aussi et que nous, qu'on s'était rapprochés, quoi, voilà. Et on a eu vraiment confirmation de ça, sur les stages qu'on a fait à Port-la-Forêt, par séquence et aussi sur le grand bord de portant qu'on a fait au Fastnet, où on est en tête et puis on passe second, au Fastnet avec, Keguiner et puis après on a un souci de jockey pool et on passe au Q1 et puis là on les atomise, quoi. Ouais, Et ouais. là le bateau était vraiment, rendait vraiment tout ce qu'on avait vu en simulation et tout ce qu'on avait prévu. Donc là Morgan était à bord, il était pas avec nous à la course des caps et là il était à bord et voilà, tout de suite il a aussi eu le feeling, en comparaison de ce qu'il connaissait sur Vulnérable que, on n'était pas loin, quoi. Si on n'était pas devant Vulnérable en termes de perfo, on avait vraiment réussi à se rapprocher. Donc voilà, et on s'est accroché à cette, à ces signes, jusqu'à la Jaguar, quoi. Ouais. Justement, un mois plus tard, donc vous prenez la deuxième place, sur le Fastnet, c'est justement les débuts de Morgan, Lagravière à tes côtés. Pourquoi faire appel à Morgan? Et justement, est-ce que tu parlais de l'expérience qui il sortait de navigation aux côtés de Thomas Ruyant, il avait gagné les 2 précédentes Transat Jacques Vabre, avec Thomas. Pourquoi faire appel à Morgan? Et tu l'as booké tôt, j'imagine, parce que c'est quelqu'un de convoité? Ouais, ouais, il y a 3 raisons. C'est pas que la première, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un de convoité, il a gagné 2 précédentes Jacques Vabre, on on connaît, enfin, on connaît certaines des raisons ou les raisons, grâce auxquelles ils ont réussi à gagner la Jacques Vabre, mais Morgan, n'y est pas étranger. On avait navigué un petit peu ensemble aussi, sur la mise au point de char à 1 et je connais tout son feeling et ça, c'était important pour moi. Il y a une partie, personnelle aussi, amitié et partage et on s'entend super bien à terre et j'avais envie aussi de ça. Après un Vendée, où tu as été longtemps tout seul, si tu te retrouves en double sur un bateau Ouais. avec qui ça matche pas, bah, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc j'étais super content de partir avec lui. Et puis après, ben, un équipage, une équipe, c'est un assemblage de personnes et il faut que ça matche et il faut que chacun soit vraiment, à sa place et que chacun puisse, exploiter ses qualités au mieux, quoi. Et je pense qu'on a des qualités, des points très forts tous les 2 qui sont un petit peu différents. On a des fonctionnements, des caractères qui sont un petit peu différents, mais qui s'assemblent bien, en fait, quoi, qui s'imbriquent bien. Et voilà, moi, je suis dans le souci depuis, dans le souci ou dans le sujet, c'est le sujet de toutes les équipes de haut niveau, de bien organiser, de bien réorganiser toute mon équipe, hein, tout le Charal Sailing Team pour que chacun soit vraiment à sa place, pour qu'on ait suffisamment de ressources, mais qu'elles soient bien utilisées, pour que chacun communique bien entre eux, que les différents services
soit fluide entre le BE, entre l'atelier, entre la log, et cetera. Donc, j'étais vraiment dans cette dynamique depuis plusieurs mois et ça me paraissait fondamental d'appliquer cette dynamique-là aussi, à l'équipage et Morgan, à la fois, s'imbriquait bien par rapport à moi-même, je viens de le dire, mais aussi Ouais. à l'équipe. Il apporte, du recul, de la fraîcheur. Il arrive à mettre, l'accent sur le sportif et sur ce qui est important. Peut-être, qu'il arrive à mieux faire le tri aussi, moi qui suis très dans le détail et très dans le cadre. Et à un moment, mais à un moment, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui cadre, même si c'est pas le rôle le plus sympa. Lui, il est plus dans le feeling Ouais. et voilà. Et du coup, je trouvais que pour l'équipe, c'était aussi hyper intéressant d'avoir. Donc, on en a discuté. Je suis allé naviguer avec Armel sur son maxi, je sais plus, l'été avant le Vendée. Et puis c'est un peu reparti de là. Mathieu Bigard, donc le président du groupe Bigard, était à bord avec moi. Et puis, je trouve qu'il a bien matché avec Morgan aussi. C'est important aussi que l'équipage matche bien avec la marque qu'on représente. Bah, il m'a d'abord dit qu'il était booké. Donc, voilà, je sais pas que j'ai laissé tomber, mais voilà, je sais qu'entre Bank Pop, et puis, il était toujours avec Thomas. C'était compliqué. Puis au final, ça s'est libéré avec Thomas suite à la vente de Vulnérable à Ambrogio. Et du coup, tout de suite à l'arrivée du Vendée, il m'a appelé, il m'a dit: «Je suis dispo, on y va», et c'est parti à fond. Ouais, et justement, entre le moment où il a commencé à naviguer donc avec vous, l'été dernier et le départ de la Transat Café L'Or, fin octobre, tu as vraiment senti qu'il avait apporté, quelque chose, au projet? Et dans quel état d'esprit, du coup, tu étais au moment de tes lancées du Havre? Ouais, bah, moi, j'ai vraiment senti la diff, et dans l'équipage et dans la façon de mener le bateau quand il est embarqué au Fastnet. Ouais, Voilà, c'était pas le même, c'était un équilibre d'équipage, différent. Et en perfo, on a tout de suite trouvé les manettes, en fait. Il a aussi beaucoup travaillé, hein, quand on a échangé notamment sur tous les sheetings de voile d'avant, sur les surfaces de voile d'avant et tout. On a attendu le dernier moment qu'il soit vraiment intégré à l'équipe pour passer les commandes, avec Norse et pour arrêter les d'accord, surfaces. On a travaillé avec Quentin Ponroy aussi, c'est la première année qu'on travaille avec Quentin. Et Quentin travaillait sur Vulnérable, notamment avec Morgan. Donc on a essayé de recréer cette association-là autour de Bertrand Passé. Et donc, je pense que quand il a embarqué, il a trouvé un bateau et un fonctionnement, notamment à la barre qui ressemblait un petit peu à ce qu'il avait sur Vulnérable. Donc ça l'a mis je dirais dans de bonnes dispositions. Et puis après, ben, avec toutes les petites, innovations, notamment en termes de masse et d'équilibre du bateau, on a réussi à trouver un mode de vol, stable, qui nous a propulsés encore dans une autre dimension. Et voilà, ça c'était carrément pas la super surprise, mais la super nouvelle, hein. Ouais. ouais. On s'était croisés avec Morgan, et toi le vendredi soir à l'avant-veille du départ, Ouais. de cette transat. Vous aviez l'air assez serein l'un comme l'autre, c'était vraiment le cas? Ouais, c'est l'analyse que je fais là, c'est que, quand on nous a demandé à l'arrivée: «Quand est-ce que vous avez senti que vous pouviez gagner?» Tu sais, c'est un moment dans la course où faut tout le monde s'attend à ce qu'on réponde à un moment dans la course où tu sais que c'est Ouais, ouais. que c'est plié. Alors il y a eu ce moment-là, un jour ou 2 avant l'arrivée où voilà, on sentait que c'était quand même fait à 90. Mais avant le départ, ouais, avant le départ, en fait, je pense qu'il y a eu, une espèce de boule médiatique avec Thomas qui était beaucoup sur, je vais faire le triplé, on va remporter le triplé et tout. Et puis du coup, j'ai dit à Marwan, j'ai dit: «Bah, il est pas le seul à faire le triplé, à pouvoir faire le triplé, enfin toi aussi, quoi». C'est pas cool ce qu'il dit, quoi. Voilà. Et bah, un peu sur le ton de la plaisanterie, mais bon, quand même, je me disais: «Bon, ouais, ça va le piquer, Morgan, enfin ça va l'énerver, quoi». Histoire de le Il dit: titiller un «Non, peu, non», et il ouais. m'a dit: «Non, non, mais attends, surtout là, on tombe pas là-dedans, quoi». Il dit: «Non, non, mais putain, on a il y a un angle, en fait». On savait tous les 2 qu'il y avait un angle. Il dit: «Putain, Jérém, n'oublie pas qu'on a un angle et qu'il y a vraiment moyen de gagner cette course-là, quoi». Et il dit: «On est là-dedans, on est dans gagner cette course-là, et on parle pas du reste, en fait. On parle pas de ce qu'il y a avant, on parle pas de ce qu'il y a après. On se concentre que sur la course. On les laisse, raconter ou se mettre dans ce qu'ils veulent. Nous, on est là-dedans,
et on y va à fond et punaise, pardon. Ça a fini de me remonter comme une pendule et je savais que là, qu'on était vraiment bien embarqués dans le truc. On a vu les conditions météo s'ouvrir un petit peu vers ce qu'on attendait en fait, les conditions, pour lesquelles on a travaillé, on a Ouais. fait évoluer ce bateau. Donc, il y avait voilà, il y avait des petits signes. Alors tout restait à faire, c'était aussi ça notre discours, c'est: «Ouais, OK, mais tout reste à faire, en fait. Donc gardons notre énergie pour ça, pour ce qui va se passer en mer et la perdons pas par ailleurs» et voilà et ça, je pense que ce fonctionnement-là est un petit peu décisif quand on s'est vu, ouais. Je pense qu'on était un peu serein, assez serein et on essaie de se reposer au fond, à fond, on n'a pas trop traîné à la fameuse soirée, voilà quoi, ouais. Justement, du coup, au regard des conditions, météo qui vous attendaient au départ, donc le dimanche 26 octobre, est-ce qu'il y avait quel était un peu le plan stratégique, global sur cette transat Café L'Or? Ouais, bah, effectivement, nous, on se sentait fort dans les conditions de petite alizé qui avait l'air, de bien se dessiner. On a demandé à Marcel vraiment de se concentrer là-dessus. Donc on travaille avec Marcel Van Trist, sur toute la prépa des parcours et stratégie d'avant-course. De vraiment bien se concentrer là-dessus, de manière à ce qu'il puisse nous donner, les identifiants pour savoir, est-ce qu'il y aura de l'alizé, quelle force et cetera et on avait une bonne confiance sur cet état de fait. Et après, ben, Marcel il chapeaute toute la cellule, mais lui et Tom, enfin Tom, c'est lui plus, et Bertrand en fait, voilà comment on fonctionne. Bertrand, il se focalise sur, toute la partie départ, pré-départ, zone de départ et bord de dégagement. Après D'accord. Tom, lui, se concentre, vraiment sur toute la partie, manche et navigation côtière, là où il excelle, en tant que filiériste. Donc Tom Tom Dolan, Dolan, hein, je pardon, rappelle. ouais et puis, Ouais. bah, Marcel supervise le tout, mais tout bout à bout, et dans la stratégie globale et dans la météo à plus moyen et long terme. Donc on savait que ces conditions-là, avaient de fortes chances de sortir, qu'il y avait pas mal de passages à niveau avant, mais que Ouais. on a identifié que ça revenait plutôt par derrière quand même. Donc on a essayé d'être hyper prudent sur toute notre stratégie, sur la sortie de manche, et sur les traversées de dorsale, de jamais mettre trop d'écart, ou par rapport à la route ou surtout par rapport aux concurrents. Voilà, de limiter les risques. Alors, voilà, pas quelquefois on s'est retrouvé en tête et c'est revenu derrière et c'est toujours un petit peu ralent, mais on savait que la bataille elle allait avoir lieu dans les alizés, donc on a Ouais. essayé de garder et peu de distance et de la fraîcheur pour cette partie-là. C'était vraiment ça le plan. Parce qu'on l'a bien déroulé. Il y a des fois où j'aurais aimé faire des trucs un petit peu différents, mais où je me suis vraiment, heu, vraiment calmé et régulé pour rester dans ce plan initial et voilà et puis, bah, après, ouais, c'est super agréable quand un plan se déroule sans accroc et que effectivement après on a réussi à mettre le delta de vitesse, quand on s'est retrouvé sur cette nouvelle ligne de départ dans les alizés avec, tout le monde. Ouais. Ouais, ce delta de vitesse, on l'a déjà vu même au début sur la traversée du golfe de Gascogne, hein, vous passez en tête au Cap Finistère. À ce moment-là, est-ce que ça vous conforte un peu dans cette stratégie? Vous dites: «Bon, voilà, on a la vitesse, on voit bien qu'on est plus rapide dans ces conditions dont tu parlais» et j'imagine que dans la tête, ça fait du bien? Ouais, exactement, contournement de fin de golf, Cap Finistère, contournement de la Petite Dep, là, par le nord. Et effectivement, ouais, là, le bateau, il rendait tout ce qu'on voulait, on dans la dorsale, on sait quand même que c'est pas notre fort, hein. Le bateau, il a quand même du mal à s'extirper, quand c'est comme ça. Donc on ressort quand même avec une bonne vingtaine de milles de retard sur, Eleven ou Massif Ouais, et le matin et le soir, je pense qu'on a 15 ou 20 milles d'avance, quoi, donc ouais, c'était juste monstrueux. Là, le bateau, ouais, il volait littéralement sur l'eau, on a tout de suite fait le bon changement de voile et on a attaqué comme des sauvages, toute la journée. On avait besoin de recoller, c'était l'idée, c'était de recoller et puis après une fois qu'on a recollé et qu'on a vu qu'il y avait un énorme delta, on s'est dit: Si on peut montrer en plus, on va pas se priver» et donc ouais, on a vu, nous on savait que ça pouvait faire ça. On était voilà, dès qu'on s'appliquait, dès que le vent était un peu stable, on arrivait à être à 30 nœuds en permanence avec le bateau au-dessus de l'eau et on s'est dit: «Là, on va leur montrer», comme, la vitesse rend intelligent,
on a pris les bonnes courbures et tiré les bons bords au plus, accentuer les bascules. Quand tu vas vite, tu es capable d'accentuer les bascules en plus et ouais, là, c'était ouf, hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est ce passage a été impressionnant, hein, donc on rappelle, il y a eu une grosse dorsale à traverser, aux Canaries, donc vous arrivez en tête. C'est Eleven Saour qui en ressort, devant avec une vingtaine de milles et là, effectivement, en je sais pas, en 24 heures, vous leur prenez, plus de 50 milles, je crois. Comment vous avez réussi? Tu dis, vous avez mis le charbon, ça veut dire quoi, de dans comment on fait à bord pour, reprendre 50 milles à son concurrent immédiat? Bah, on a quand même différentes options de voile pour le Ouais, portant, quoi, donc ça se balade du speed, la 4, au J0 en passant par masthead et ce qu'on appelle les quads qui sont on va dire des grands J0, des J0, creux, quoi et donc quand tu dis «tu ben, grosso modo, c'est l'extrême, c'est tu te mets sous J0 et tu attaques fort en loafant fort pour créer du vent apparent, quoi, voilà. Donc, il y a un cut de vent, de force de vent qui, on va dire aux alentours de 14 nœuds, qui va te permettre de passer en ce mode attaque, ou pas et puis, bah, après, ce code de vent, il est plus ou moins élevé, en fonction des bateaux. Donc, voilà, c'est vraiment ça. Après, bah, c'est engageant dans le terme où faut réussir une fois que tu as lancé le bateau, il faut quand même réussir à garder ce vent apparent-là. Donc ça veut dire, bah, comme tout le monde l'a fait, hein, c'est barrer le bateau et puis ouais. faire les bonnes relances, voilà, ça c'est, je dirais, assez facile à faire sur mer plate. Ça se complique un petit peu quand la mer se lève et que le bateau peut partir en surf et voilà, là, ça demande quand même une très grosse attention à la barre, voilà donc autant c'est un grand kiff et c'est facile quelque part facile sur mer plate, autant, on se relayait à peu près tous les heures et demie, maximum 2 heures à la barre, quand la mer a commencé à se creuser et voilà et c'est ça qu'on a fait tout de suite, on était sous spi, le long des côtes, sahariennes là, après les Canaries et rapidement on a tombé spi, on a attaqué avec la voile plate. Je pense qu'on l'a fait un petit peu avant les autres et puis je pense on arrive à mieux exploiter, le potentiel, à l'attaque que les autres avec les voiles plates, quoi. Donc, Ouais. moins à la glisse, un peu plus à l'attaque, quoi. Ouais. Globalement, on a l'impression que vous barrez plus qu'avant. Est-ce que c'est le cas? Ouais, ouais, bah, je pense que c'est un peu Morgan, hein, qui est initiateur de tout ça avec Thomas Ouais, sur les 2 précédents Jacques Vabre. Donc, voilà, maintenant, bah, il faut être capable de barrer, donc il faut des bons barreurs en un et puis, après en 2 il faut que le poste de barre, et tout le système de barre soit adapté aussi, quoi. Donc, ça c'est quand je parle de travail de fourmi, bah, c'est tout ça, quoi. Donc, pas rentrer dans les détails, mais c'est énormément de travail et c'est des mois de travail avant d'arriver à trouver le bon compromis entre le bateau, le pilote barre bien et le barreur est capable de barrer, quoi. Donc, là, je pense qu'on a réussi à trouver un bon compromis et ouais, ouais, ça fait des heures de barre. Il faut trouver le coup de patte aussi parce qu'avec ce système de safran en V, le bateau a des réactions et selon si tu pousses la barre ou tu tires la barre, bah, forcément, tu modifies le trim du bateau. Donc il y a toute une logique, intellectuelle et ouais. comment on dit, de mouvement à trouver qui est pas forcément tout de suite, intuitif. Mais voilà, je pense qu'on a bien travaillé et encore une fois, je pense que je barre correctement et Morgan, c'est un super barreur donc ça fait la diff. C'est sympa aussi, tu vois, à un moment, ouais, bah, comme en Figaro, par exemple, bah, c'est le gars qui se met le plus à la barre qui va gagner le petit mené en plus. Là, pour le coup, c'est hyper valorisant, ouais. Ouais. Bon après pendant la traversée, vous allez cesser de sans arrêt creuser un peu l'écart sur, vos poursuivants. Est-ce qu'il y a un moment, tu le disais un peu tout à l'heure, mais, à quel moment tu t'es dit: «Bon, bah, ça y est, là c'est bon, la victoire», sauf bien sûr, on craint toujours la petite casse matérielle qui peut toujours arriver, mais à quel moment tu t'es vraiment dit que c'était bon? Ouais, il y a un peu de moments en fait, on se retrouve à un moment, avec Eleven Hour, que ça revient de derrière, il y a une petite dorsale à passer, puis ça revient de derrière et on se retrouve un peu décalé à leur vent et le vent monte et puis on peine à trouver les bons réglages dans la nuit et puis ouais, le vent monte, la mer se creuse un peu et puis on sait que là, c'est quand même un point fort de Aix Malizia quoi, Ouais.
de cette carène, de ces foils, d'arriver à être rapide, et surtout hyper constant dans de la mer un peu formée. Et là, malgré tout, on a réussi à un peu le déposer. Donc déjà, on s'est dit: «Bon, quelles que soient les conditions, mer plate comme on a vu au contournement de l'Adep ou mer un peu creuse, on est là». Ça, c'était un super premier signal. Et après, donc on fait un long bord de tribord, avant de mettre le 1er empannage. Et Ouais. là, l'empannage, je pense que je le mets au bon endroit, et puis eux, ils empannent extérieur de nous. Et du coup, on se met Ouais, du coup, vous êtes vraiment, en contrôle. en position de contrôle, Ouais. parfaite. Et là, je me suis dit: «Bon, si on déconne pas, que juste on garde cette position de contrôle et que juste on a la même vitesse qu'eux, c'est plié». Donc à partir de là, c'était pas tant, garder la tête qu'on avait dans notre intention, dans notre motivation, c'était creuser l'écart. On voulait vraiment, essayer de mettre le max d'écart et que ça soit propre, quoi. Ouais. À l'arrivée, elle a quelle saveur cette, victoire? Donc, je le rappelle, hein, 2e victoire pour toi sur la Jacques Vabre après, 2011 avec Jean-Pierre Dick. Quel était un peu, le sentiment qui dominait, chez toi, quand tu coupes la ligne d'arrivée en vainqueur? Ah, je sais pas trop, c'est sûr que on m'a dit, ouais, genre il était temps ou genre ça, en fait, je sais pas trop là-dedans. Ouais, oui, ça faisait la dernière course, c'était avec Franck, on avait gagné l'azimut, si je me trompe pas, donc ça fait pas des années-lumière non plus. Ouais. Encore une fois, des courses, j'en ai gagné d'autres, donc c'est vrai que les questions quand on les pose comme ça, tu dis: «Bah, c'est comme si j'avais jamais gagné une course de ma vie, quoi», tu Oui, c'est ça, vois? ouais. Donc ouais, non, oui, évidemment, au bout de 2 ans, ça manque la victoire. Et puis sans dévaloriser le défi azimut, c'est sûr qu'une victoire sur une transat, Ouais, c'est bien sûr. forcément plus prestigieux. Mais c'est plus tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Et le et quelque part déjà l'accomplissement de tout ce le marqueur de l'accomplissement de tout ce travail-là, quoi. Pas que sur la transat. La transat, ça s'est un peu déroulé comme dans un rêve. Tu as plusieurs courses référentes. Je parle souvent de ma solitaire en 2011. Là, c'était un peu pareil, en fait. On avait un plan dont on a parlé, c'est déroulé sans accroc, et la victoire au bout, et c'est juste un sentiment de plénitude par rapport à ça. Mais là, voilà, la fierté, elle vient vraiment de plus d'avoir, reconstruit, l'équipe, le bateau, fait évoluer les choses, toujours avoir eu le souci de progresser, même quand c'était pas satisfaisant, même quand c'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait, que ce soit en termes de perfo, d'organisation ou de résultats, de pas avoir lâché. Et moi personnellement, et puis mon environnement, c'est-à-dire, ben, l'équipe, le sponsor évidemment, mais surtout ma famille, en fait, de pas avoir lâché, en fait, et d'avoir toujours été dans cette dynamique-là. Et ça marque ça. Voilà, l'effort, il a été constant, quotidien. C'est sûr que pour les gens, tu as l'impression que c'est que là, parce qu'il y a que là qu'il y a une victoire. Mais voilà, pour moi, quelque part, ça n'est qu'un marqueur, et je me dis que quelque part le meilleur est à venir, devant encore, ouais. Justement, tu le disais un peu tout à l'heure, mais on te sentait un petit peu agacé quand les gens disaient, mettaient, cette victoire sur le compte uniquement du bateau des Safrans, et peut-être moins du binôme que vous avez formé avec Morgan. C'était ça l'agacement derrière, que tu ressentais, ou Ouais, bon, on m'a titillé sur ma 4e place au Vendée. Voilà, c'est genre après ton échec du Vendée, bah oui, enfin, sauf que je considère pas ça comme un échec, et je ouais, pense qu'il y a un paquet de gens qui signeraient dès demain pour faire 4e au Vendée. Et puis ouais, après j'aime pas trop, moi, ces trucs de déjà catégorie de bateau. C'est à un moment, on refait ouais, encore une catégorie avec, ceux qui ont les safrans à 45°, les safrans à 30, les grands foils, les petits foils, les dérives. Donc bon, ça m'intéresse pas trop au final. Et puis ouais, et puis je pense que je comme Morgan, et encore plus depuis que Morgan est là, et parce que Morgan, c'est vraiment son leitmotiv. Je suis dans le sport, en fait. ouais. Et je trouve que à l'arrivée, quand on voit ce que chacun a donné physiquement, je pense que quelque part le sujet intéressant, c'est avant tout les bonhommes et le sport. Et voilà. Et je pense que moi-même et Morgan, on a tout donné, et c'était encore une fois, je suis admiratif de ce que Morgan est capable de donner en termes de gestion de perfo du bateau, de le faire aller vite, sa capacité aussi à avoir certain lâcher prise,
en tout cas en entière confiance, dans moi-même qui suis responsable, qui prend plus en charge de la stratégie. Et voilà, cet équilibre vraiment, humain qu'on a réussi à trouver, c'est vraiment ça dont je suis le plus fier. Après, bah, effectivement, si tout le monde pense qu'on a gagné grâce au Safran, tant mieux, c'est qui cherche pas là où il faut, je pense. Voilà. Tu parles de sport, à l'arrivée, il y a eu une interview dont on va parler un autre sujet dans Ouest France qui a fait un peu parler, il y a 10 jours maintenant, dans laquelle tu parles notamment de la qualification pour le Vendée Globe. Je ne sais pas comment le sujet est arrivé sur le tapis à ce moment-là, en disant qu'elle était un petit peu, trop facile. C'était juste avant que ne soit, dévoilée la vie de course, du prochain Vendée Globe. Alors on en a reparlé, on a échangé quand tu étais, sur ton convoyage retour, depuis. Est-ce que tu peux nous résumer un peu, dans quel cadre tu avais, dit ça et quel est un peu vraiment le fond de ta pensée sur ce sujet? Ouais, bah, on faisait, pour Ouest France une interview, un échange en fait hyper intéressant avec Morgan, où il nous avait écrit chacun sur une feuille des questions à poser à l'autre. Ouais. Et donc c'était je crois que la dernière question que Morgan posait, c'est: «Est-ce que Jérémy, est-ce que tu serais, content de te retrouver face à Morgan au Vendée Globe?» Voilà. Et ben, oui, ma réponse, c'est effectivement, je serais ultra content de me retrouver, face à Morgan au Vendée Globe, comme je serais ultra content que Nico Troussel, Nico Luneven, Paul Meillat, Franck Camas, Yannick Bestaven qui a toujours pas trouvé de sponsor, soient au départ, en fait. Et pour moi, c'est important que ces champions-là, soient au départ de cette course, référence, qui est le Vendée Globe, en fait. Donc c'est parti de là. Et puis, ben, après, la question, c'est oui, comment c'est possible que ces marins, n'arrivent pas à se trouver au départ, quoi? Voilà, parce qu'il y a un nombre de places qui est limité, et que peut-être que l'accès y est trop facile pour certains, et que du coup ça prend des places, que d'autres, on va dire, au niveau sportif, Mmh. auraient peut-être, mieux plus mérité, quoi, voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, je visais aucun marin en Ouais, bien particulier. sûr. Moi, mon sujet, c'est que pour moi, cette course-là, c'est du haut niveau, en fait. Je pense que les gens, ont peut-être oublié le 1er Vendée. Alors effectivement, il y avait, sur Cacharel, Jean-François Coste. Jean-François Cos qui était là vraiment pour l'aventure. Les autres, ils ont quand même fait des bateaux pour cette course-là, designé des bateaux pour cette course-là. Et j'ai écouté avec attention Titouan Lamazou qui est venu au départ du précédent Vendée. Et je pense qu'on lui posait la question: «Alors le Vendée, c'est l'aventure, ce machin?» Il a dit: «Bah, non, non, moi pas du tout, en fait. Moi je venais au Vendée, quand je suis venu au Vendée, c'était que pour la gagne, en fait, quoi. Il y avait que ça qui m'animait.» Et donc dès la première édition du Vendée, l'ADN de cette course-là, à mon sens, mais je pense, c'est aussi l'avis d'autres, et notamment du 1er vainqueur, c'est, une course autour du monde, en fait. Et du coup, c'est le pinacle de la course en solitaire, quoi. Et pour moi, c'est important que, ben, dans ce pinacle de la course en solitaire, soient présents, les champions du solitaire, les vainqueurs de solitaire du Figaro, de Mini Transat, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment le sujet. C'était vraiment le sujet on essaie de comprendre, en fait, Ouais, ouais. pourquoi on n'y arrive pas, quoi. Avec Morgan, hein, c'est pas ça ma seule réflexion, c'était aussi celle de Morgan. Voilà, donc les qualifications peuvent être un levier, et j'ai dit ça, je connaissais pas encore Ouais, le mode de le mode de qualif qui est sorti 2 jours après. Et c'est sûr que ça me paraissait déjà, plutôt assez abordable, je dirais, d'arriver à se qualifier en ne faisant que 50 du temps du vainqueur sur une transat. Là, on ouais. a doublé ce temps-là, quoi, on est passé à 100. Ça me paraît un peu, donc là, c'est vraiment, quelque part, s'il y a quelqu'un à qui je m'adresse, c'est pas tant les coureurs, c'est les organisateurs. Je trouve que Ouais. voilà, c'est à un moment, Est-ce que ça veut dire que c'est un peu dans trop, ton quoi. esprit, c'est vraiment le sportif? Est-ce que pour toi, il y a pas de place pour l'aventure dans ce Vendée Globe et pour des petits projets comme ça avec des gens qui vont se lancer et qui vont faire une course mais Si, si, complètement. Ouais, non, non, j'ai jamais dit ça. Après, je pense qu'on peut leur demander plus. ouais. Je pense que, voilà, lui
Louis Duc, par exemple, qui s'est senti agressé alors que je l'avais pas du tout Mmh. visé. On peut lui demander plus et Louis Duc c'est un super marin, il est capable de finir une transat, moins de 5 jours après, alors maintenant c'est même pas si je gagne et que je fais 10 jours, on demande, pour se qualifier de faire 20 jours. Ouais, ouais. Bon, enfin voilà, en Figaro, tu y arrives Après quoi. ça se justifie aussi parce que la différence entre les bateaux, entre les dernières générations de foilers et de bateaux à dérive, ne cesse de croître. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse comme je disais, dans le bateau et dans la course à la voile, c'est la notion de progression, en fait, quoi. Ouais. C'est on fait progresser les bateaux, ben, les marins, il faut qu'on s'adapte et je pense que ça doit être le cas à tous les étages. Alors, on peut partir de 10 nœuds ou partir de 15 nœuds, mais enfin, pour moi, monter sur un bateau, c'est vraiment ça. Enfin, tout le monde fait du bateau, je sais pas, je vais faire le tour de l'île de Groix, je vais le faire 2 fois, je vais essayer la deuxième fois de faire un peu mieux que la première. Donc, je pense que ces bateaux-là, je les connais. Moi, j'ai fait mes premiers Vendée Globe, sur, des Tador, c'est le bateau de Seb Marseille. Mmh. Je sais ce dont le bateau est capable, en fait, quoi et voilà et des fois, je m'amuse à regarder les polaires et les moyennes et je pense que ces bateaux-là, il y a encore moyen de les faire progresser, quoi et d'ailleurs, on a échangé avec Seb Marseille quelques fois à ce sujet-là donc voilà, c'est pas un gros mot que de dire que ces marins-là, ils sont bons et ils sont capables, ils seraient largement capables et leurs bateaux aussi, en leur donnant un petit coup de boost, de faire un petit peu mieux et on augmenterait le niveau général de la course, sans changer la personnalité des gens, sans leur empêcher de raconter ce qu'ils ont envie de raconter ou de porter les valeurs ou les messages qu'ils ont envie de porter, mais juste en montant le niveau global un petit peu. Là, au final, bah, la alors c'est pas la direction de course, parce que je pense qu'il y a pas de directeur de course qui est nommé au Vendée Globe encore. Mais Pas en tout cas, encore, non. l'organisateur a fait le choix inverse en fait de faciliter encore les qualifications. Je suis pas convaincu que ça soit le meilleur message. En tout cas, c'est pas la direction, que j'aurais prise, mais encore une fois, c'est pas moi qui décide et c'est pas tant ma façon de voir la course parce que ça reste une course et voilà et puis, bah, après ouais, les qualifs, peut-être le nombre de participants qui est quand même, très important. Ouais. Voilà, moi j'observe qu'il y a pas 40 bateaux à la Solitaire du Figaro et il y en a 40 au Vendée, quoi et quelque part, ça devrait être peut-être un peu l'inverse. On a eu des Solitaires du Figaro, on était peut-être plus que 50, enfin Ouais, m'arrête si je me l'édition trompe. notamment 2019, ouais. Ouais, voilà, 50, gars à la Solitaire du Figaro et 25 ou 30 au Vendée, ça me paraît un peu logique et que, quelque part, ça doit rester le graal d'accéder au Vendée Globe. Moi, mon 1er Vendée, jamais j'aurais parlé de faire le Vendée Globe à mon partenaire ou même, moi dans ma tête avant d'avoir gagné la Solitaire du Figaro. Ça me paraissait impossible et quand tu avais gagné la Solitaire du Figaro, on te demandait: «Tu veux faire quoi?» et là, enfin, tu avais le droit de dire, «J'ai envie de faire le Vendée Globe», quoi et c'était ça donc c'est pas pour dire c'était mieux avant, mais c'était un petit peu différent et l'inaccessibilité ou la très difficile accessibilité à cette course-là, je trouve, rajoutait encore plus à sa légende et heu et à l'aventure parce que c'est une aventure quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau de départ du participant ou ses moyens, c'est une aventure d'arriver au départ donc voilà, ça de toute façon et c'est la course qui crée l'aventure. Je disais il y a qu'à en parler à Morgan, il part, sur le groupe Safran pour essayer de gagner le Vendée Globe, de faire un podium Ouais. et puis il se retrouve dans une aventure, pas possible quoi. L'aventure, elle naît de la course et du parcours et de l'intensité que de toute façon ça va amener quoi. Ouais. Revenons justement à ton aventure, bah, tu l'as dit, hein, il y a un chantier important que vous mettez en route, cet hiver. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui va être fait, sur ce Charles II? Écoute, je com on va essayer de montrer des images et de faire vivre un petit peu le chantier, donc je vais essayer de pas trop en dire, de teaser un petit peu de teaser un petit peu l'affaire. Voilà, encore une fois, le package qu'on a choisi, le package, hydro, foil safran qu'on a choisi pour le bateau, nous montre qu'en fait on arrive à maintenant vraiment bien l'utiliser et à naviguer Ouais. plus à plat et la carène, qui a été dessinée par Sam, était plus polyvalente parce qu'on voulait vraiment pas mettre tous nos œufs dans le même panier, quand on a dessiné le bateau et voilà et si, notamment le dispositif de Safran fonctionnait pas, pouvoir avoir un bateau un peu plus versatile.
Là, aujourd'hui, on arrive à faire naviguer le bateau à plat, à tirer la quintessence de toute la partie hydro. Donc on va modifier la carène pour qu'elle fonctionne un petit peu mieux à plat. Donc voilà, c'est on a travaillé, beaucoup les entrées d'eau et sorties d'eau, mais pas que. Et donc on a un gros changement, à venir, sur la carène. Voilà, donc l'objectif, c'est de remettre à l'eau le bateau, fin juin. Donc ça veut dire qu'effectivement les pièces sont déjà réalisées. On a, D'accord, ouais. les pièces étaient en drapage, au départ de la Jaivab et là la deuxième pièce, puisqu'on parle de 2 demi-coquilles, de 2 Ouais. demi-coques, seront terminées là à la fin du mois. Et après, bah, il y a toute la partie, déconstruction, greffage et reconstruction. Donc c'est pas une construction de bateau, mais c'est un gros chantier qui est réalisé chez Gepetto, en partenariat avec VPLP qui a fait la partie design. Et ça, du coup, c'est pour l'objectif Rome ou est-ce que c'est aussi dans une perspective Vendée Globe, 2028? C'est vraiment, ouais, dans l'utilisation, on va dire, classique du bateau, ça va être plus adapté, et donc on parle aussi, essentiellement de progression au portant. Donc il y a quand même aussi un range qui peut sortir essentiellement sur le Rhum. Alors sur le Rhum, c'est un parcours un peu plus peut-être polyvalent, je dirais, parce qu'il y a quand même des routes nord ou des routes intermédiaires qui peuvent sortir. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que ça finit au portant dans les alizés, donc on devrait encore faire du gain dans cette partie-là. L'idée, c'est d'essayer de pas trop en perdre auprès, et dans les allures de puissance qui étaient vraiment un point fort du bateau. Donc on a essayé de faire quelque chose, d'un petit peu, d'un peu plus que compromis. Le bateau, on va dire, va être la carène un peu moins marquée, que ça n'était, initialement. Et voilà, et c'est un projet sympa parce que, ouais, construire un bateau de A à Z, d'une feuille blanche, c'est évidemment génial. Mais être dans l'évolution aussi et dans le point de détail comme ça, et avoir la possibilité grâce à notre partenaire de faire ça, et de se dire pas ce qu'on a fait avant était pas bien, mais ce qu'on a fait avant, on est encore capable de le faire évoluer. C'est ultra sympa. Donc voilà, je me réjouis du chantier qui est à venir, et puis d'essayer ça à l'été prochain. Un mot sur le Rhum, on sait que c'est une course qui te tient à cœur, hein. Je crois que tu as fait 2 podiums, hein, tu l'as couru, 3 fois, 2 podiums, une troisième place, une deuxième place. Mmh. Est-ce que c'est une sorte de Graal pour toi dans ton parcours de marin d'aller comme, on sait qu'Armel Cléache, ton copain de la baie de Morlaix, a lui aussi un peu ce Graal en tête qui lui a jamais trop réussi. Est-ce que toi, ça fait partie des cases à cocher? Ouais, un petit peu, c'est un peu différent du Vendée parce que, le Rhum, ça existait avant le Vendée, et puis je pense comme Armel, le soir, de Carantec ou de Saint-Paul, la première nuit, tu sais, on regardait aux jumelles les feux Ouais, passer au large des Sept-Îles. Donc tout gamin, et je pense qu'on allait avec nos parents aussi au départ à Saint-Malo. Il y a un petit truc, de gamin, en fait, qui ouais, reste ouais. là. Et puis les héros d'enfance, ouais, Philippe Poupon notamment, je pense qu'on a qu'on a aussi en commun, marqué un peu tout ça. Donc ouais, ouais, c'est une course ultra mythique. Je pense encore plus quand tu as la chance de le faire en ultime comme Armel, parce que si tu gagnes en ultime, tu mets ton nom vraiment aux côtés de Filou ou de Bourgnon et tout. Donc voilà. Mais ouais, en IMOCA aussi, c'est sûr que nous en IMOCA, on a le Vendée Globe qui est aussi, que tu aussi, qu'on a tous envie de cocher sur nos tablettes. Mais ouais, le Rhum, c'est une course à part, et puis c'est un format un peu différent en solitaire qui est vraiment sympa, quoi. C'est la dizaine de jours, donc dans la gestion et dans l'intensité que tu peux mettre, c'est quand même, quelque part, ouais, très différent du Vendée Globe. Et ouais, un peu plus, ouais, c'est différent. Dans le Vendée, tu es forcément à un moment beaucoup dans la gestion, quoi. Ouais, ouais, ouais. Dans le Rhum, au contraire, tu peux pas trop te permettre d'être beaucoup dans la gestion. C'est un vrai sprint, et sur ces bateaux-là, pour le coup, c'est intéressant. Ouais. Après Vendée Globe 28, est-ce qu'on n'a toujours pas eu de communication officielle sur la poursuite du projet? Est-ce que j'imagine que si vous faites tous ces gros travaux sur Charal, c'est pas pour, juste faire le rhum? Est-ce que vous inscrivez un peu dans cette perspective? Ouais, je réfléchis, toujours. C'est Charal, le partenaire, qui Ouais, bien annoncera, sûr. la suite du programme, évidemment. Je crois on a toujours été avant-gardiste, et puis, on a toujours été initiateur sur les dates d'annonce et sur les Mmh. débuts de projet. Je pense qu'on se rend compte que les transats sont aussi, super importantes, en fait.
sportivement, c'est moi j'ai toujours dit, mais aussi en termes médiatiques et que de tout miser sur un Vendée Globe en termes de retombées, bah, ça comporte aussi une part de risque Ouais, c'est vrai. et c'est sûr qu'à l'image des victoires de Thomas sur ces 2 Jacques Vabre et sur la route du Rhum, ben, je pense qu'on et des retombées qu'il y a eu en face, on est sur la même longueur d'onde avec Charal pour dire que ces transats-là sont importantes. Et on a fait cette analyse-là au retour du Vendée. C'était déjà un petit peu dans nos réflexions avant et c'est pour ça qu'on a mis énormément de poids, dans cette transat Café L'Or, qu'on va mettre énormément de poids dans la balle aussi, pour le Rhum et que j'espère qu'on va avancer, vers le Vendée Globe dans ce fonctionnement-là avec la Jacques Vabre 27 et les transats CIC, retour à la base CIC, New York Vendée, Et New York Vendée, ouais. en leur donnant toute l'importance, qu'elles méritent et j'espère le Vendée Globe, derrière. Donc on verra, voilà, on verra A les a conditions et la annonce formule, annoncée. annonce à venir. Dans le courant de l'année, Ouais. 2026, je pense qu'on communiquera, de manière préparée et sereine, sur la suite qui j'espère sera aussi intéressante que les 2 précédentes campagnes. Ouais. Pour finir, vous hébergez depuis, la dernière campagne aussi le projet de Justine Métro qui elle se fait construire, un bateau neuf, avec ses partenaires. Qu'est-ce que ça apporte dans ton projet, d'avoir, ce double projet IMOCA avec, Justine, qui a, on rappelle, terminé 8e du dernier Vendée Globe? Bah, moi, ce que j'ai toujours essayé de construire avec BayU Racing, c'est quelque chose, d'équilibré, de constant et une grosse boîte à outils où tu as tous les ressources ou le maximum de ressources nécessaires pour avoir un projet compétitif. Bah, dans ce cadre-là, de faire des économies d'échelle et d'être dans le partage de compétences et de savoir-faire avec un autre projet, ça m'a rapidement paru être le meilleur moyen d'y arriver. On a organisé ça, lors de la vente de Charal 1 à Teamwork, à Philippe Régorès qui en est le propriétaire et de mon côté, je suis parti de ce constat-là. Je pense que ça a amené beaucoup plus de compétitivité à mon team Charal et puis pour Justine et Teamwork, c'était la manière la plus pratique et la plus Ouais, efficace pour être, sur le pied de guerre, tout de suite et je pense qu'elle a montré que, à la fois par son talent et sa compétence propre et aussi par, tout le savoir-faire, ready to go qu'on a pu lui apporter que c'était la bonne formule. Donc Justine a décidé de continuer dans ce fonctionnement-là et du coup, bah, en fait, notamment, en termes de bureau d'études, ben, quelque part, tout le savoir-faire qu'on a, alors le savoir-faire, c'est évidemment des idées, c'est des personnes, c'est évidemment des idées, mais c'est aussi des outils, c'est des études, c'est des réussites et des échecs, c'est des essais et des casses. En fait, ben, on met au service, de ce nouveau bateau, tout ce qu'on a connu sur les 2 précédents et aussi sur la construction de DMG Maury qu'on avait supervisé à l'époque. Voilà et puis, ben, c'est le bureau d'études, juste même physiquement, il est pas cloisonné, hein. Il n'y a pas les ingénieurs, Charal d'un côté et les ouais, ingénieurs bien sûr, Teamwork. ouais. On a un ingénieur référent par équipe, mais les 2 collaborent et après on a des ingénieurs, spécialisés, pour la stable, pour les systèmes, pour l'hydro, qui sont chapeautés par Nico Andrieux et l'information elle est sans filtre et elle est sans barrière et voilà et les études des uns et le savoir-faire d'un team sert à l'autre. Aujourd'hui, ben, c'est peut-être un peu le plus de savoir-faire de tout ce qu'on a pu développer sur Charal qui sert à Justine et puis demain ça va être l'inverse. Il y a des sujets communs. Là, par exemple, on a le sujet de l'énergie qui est sur la table, justement suite à l'apparition de la vie course du Vendée Globe. Donc on sait qu'on doit faire le tour du monde avec, 60 litres de gasoil. Donc il faut qu'on trouve des solutions en termes, de production d'énergie, mais aussi en termes de gestion, d'énergie, en termes de gestion des appareils qu'on a à disposition à bord. Ça veut peut-être dire aussi des façons un petit peu différentes, de naviguer.
Voilà, ça par exemple, c'est un sujet qui est en commun sur les 2 bateaux, sur lequel, on est en train de plancher là, spécifiquement pour Teamwork pour que le dispositif, soit le plus avancé possible à la mise à l'eau du bateau et que potentiellement on viendra, installer derrière sur Charal. Donc c'est une boule de neige qui tourne en permanence, qui est hyper, vertueuse et c'est hyper sympa d'avoir des projets compétitifs, comme ça dans le BE avec voilà, je parle pas des gens qui sont autour, les Sam Manuard, les VPLP, les Martin Fischer, pour Charal, Guillaume Verdier pour Justine. Voilà, Gurit aussi avec qui on a beaucoup travaillé. On parle pas beaucoup des structures, mais sur Charal, on travaille avec Gurit et notamment pour les modifs Ouais, de fond de coque du bateau. ouais, Ils ont du un boulot sacré là-dessus. casse-croûte là, ouais. Ouais. Voilà, mais ça permet aussi, tu vois, de collaborer en long cours avec tous ces cabinets, avec tous ces designers, de pas avoir de rupture dans le savoir-faire, dans la communication, d'avoir les mêmes références. Ça, c'est hyper important aussi. Voilà, donc c'est juste génial et puis tu vois, on est aussi ouvert à continuer l'aventure. On essaie de trouver aussi, le meilleur acquéreur possible pour l'ancien bateau de Justine Ouais. et on adorerait, faire un petit peu ce qu'on a fait avec Justine avec ce nouveau skipper, lui donner le maximum d'éléments pour que le bateau fonctionne, le plus rapidement possible. Donc voilà, je trouve que l'environnement est top. On essaie de faire les choses bien et on a du temps et des partenaires qui nous font confiance là-dessus, donc c'est assez génial, ouais. Bon, il est attendu quand ce nouveau bateau? Écoute, c'est au printemps 2027, 27. OK. donc voilà, ça commence, la première boucle de design est quand même, évidemment bien avancée et voilà, je pense qu'il y a des nouveautés assez sympas sur ces nouveaux bateaux. Alors pas forcément, sur celui du jeu de Cid, évidemment, je vais rien dévoiler, mais sur les autres, il y a des évolutions assez sympas. Donc voilà. Et puis ben pour nous côté Charal, c'est important de s'accrocher, de faire beaucoup dans un travail un peu différent, un petit peu de plus de fourmi pour essayer de rester au niveau et s'appuyer sur la connaissance du bateau pour arriver à rivaliser en 27 et 28 avec, on espère, selon les annonces qui vont être faites, avec, avec ces bateaux-là. Bon, et ben super. Et ben, merci beaucoup Jérémy. Bravo encore, Merci. pour, cette, belle victoire sur la Transat Café L'Or. On te souhaite du bon farniente, cet hiver et de revenir en pleine forme en 2026 avec, donc grosse priorité sur la route du Rhum. Merci Ça marche. à tous, bonne journée et nous on se retrouve, mardi prochain pour un 237e épisode. À bientôt. Ouais, merci Axel, super cool. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!